Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes ensemble pour le dernier JT de la semaine. Voici tout de suite les titres de ce vendredi 22 octobre 2021. Il n'y a pas d'âge pour habiter en colocation dans le petit village du Liot dans le Chablais. En Haute-Savoie, une résidence vient de voir le jour. Elle est dédiée aux seniors et elle leur permet de vivre en communauté tout en conservant une part d'intimité. Reportage à suivre. 3 générations se sont succédées dans cet atelier. La ciergerie d'Albi a été exploitée de 1867 à 1985. Le dernier artisan, Jacques, est donc parti à la retraite et elle a été fermée depuis. Nous verrons un reportage de Jean-Paul Crespi. Mais avant de développer ces titres, les ministres se succèdent au Grand Bornand. Après Julien de Normandie jeudi, Joël Giraud et Jean-Baptiste Lemoyne étaient présents ce vendredi pour le 37e congrès de l'ANEM, l'Association nationale des élus de montagne. Comme prévu, la question de la réouverture des domaines skiables a été évoquée lors d'une table ronde. Malgré les nombreuses demandes des élus locaux, aucune décision définitive n'a été prise concernant la mise en place du pass sanitaire pour accéder aux remontées. On écoute tout de suite Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État chargé du tourisme. Il répond aux questions de Sébastien Germain. La bonne nouvelle, c'est que les stations et les remontées mécaniques seront ouvertes cet hiver. Voilà, et c'est ça qui compte. On est en train de travailler avec les acteurs, avec DSF, la NMSM, l'ANEM, etc., pour pouvoir définir les modalités, réviser le protocole. Il y a un protocole sanitaire qui existe aujourd'hui, et d'ailleurs, vous le savez. Maintenant, c'est vrai, il y a une réflexion sur le pass sanitaire, parce que c'est ce qui nous permet d'être toujours plus serein et de pouvoir traverser, on l'espère, sans encombre, éventuellement, une situation épidémique qui pourrait encore évoluer. Donc, ce pass sanitaire, je vais vous dire, c'est quand même très simple, puisqu'on a 85% de la population cible française qui est vaccinée. Donc c'est considérable. Et en station, on vous demande d'ores et déjà votre passe sanitaire pour aller au restaurant, pour aller en boîte de nuit, etc. Donc du coup, ce qui compte, c'est dans ce travail qu'on va conduire dans les tout prochains jours encore avec les professionnels, les élus, c'est de mettre en place un dispositif qui soit, si on devait aller là-dessus, qui soit lisible, simple et qui permette de rassurer tout le monde. Voilà, c'est ce à quoi on s'emploie. Et puis j'espère que du coup, on pourra donner une visibilité totale sur les modalités dans les premiers jours de novembre. Les élus du Grand Annecy ont présenté jeudi soir 2 schémas de transport en commun pour l'agglomération annécienne. Ils seront soumis au vote des conseillers communautaires le 18 novembre prochain. Ces 2 scénarios font la part belle aux bus à haut niveau de service. Conséquence directe de ces choix, le projet incluant un tramway sur la rive ouest du lac d'Annecy ne verra pas le jour. Autre annonce importante, de nouvelles voies spéciales dédiées au transport seront mises en place. On écoute les précisions de Frédérique Lardet, la présidente du Grand Annecy, au micro de Sébastien Germain. Sur ces 6 possibilités que nous avions entre le tout tram et le tout bus, BHNS, bus à haut niveau de service, deux solutions sont apparues. La première, qui a le plus grand nombre de voix au niveau des conseillers communautaires, c'est la voie tout BHNS, tout bus à haut niveau de service, pour plusieurs raisons. Parce qu'elles étaient effectivement, c'est une solution de bus à haut niveau de service intégral, c'est-à-dire le bus pourra circuler sur une voie qui lui sera propre, avec un coût beaucoup moindre que le tram. Et puis effectivement, des bus électriques qui, comme le tram, effectivement, nous permettront très rapidement de baisser nos gaz à effet de serre. Ensuite, la deuxième solution qui a été choisie, qui sera présentée elle aussi au vote au Conseil d'agglomération du 18 novembre, est une solution intermédiaire avec 3 branches en bus à haut niveau de service intégral, voie propre, et une ligne en tram sur la ligne Sénaux-Pringy. Alors cette solution est plus coûteuse, donc c'est ce qui pose question aujourd'hui. Le tram rive ouest ne se justifiait pas en matière de nombre de voyageurs. On était très largement en deçà par rapport au coût généré du nombre de voyageurs utiles pour permettre effectivement de mettre en place un tram. Donc le BHNS, le bus à haut niveau de service intégral avec une voie propre, est la meilleure solution pour la rive ouest qui débordera par le tunnel de la Puya et finira sur le futur quartier des Trois Fontaines.
Se retrouver entre seniors pour pallier à l'isolement. C'est l'objectif d'une toute nouvelle maison au Liot, une résidence construite pour permettre aux personnes âgées de vivre en communauté tout en gardant leur autonomie. Le projet a été financé par le département de la Haute-Savoie et Manon Toiti a rencontré les membres de cette colocation pas comme les autres. Reportage. Depuis l'ouverture en juillet de cette année, ils sont 7 à vivre ici. Ils se retrouvent, font des activités ensemble et partagent même leurs repas, mais uniquement s'ils le souhaitent. L'objectif est de conserver une autonomie et une liberté totale. Chaque résident a son petit studio avec une kitchenette. Il garde donc le contrôle sur sa vie privée. Il faut qu'ils soient acteurs de leur vie, il faut qu'ils participent, il faut qu'ils fassent en fonction de leurs capacités et puis qu'ils retrouvent un lien social. Donc voilà, on a des moments partagés, on a des nettoyage des chambres qui est fait par la personne, on a la buanderie qui est mise à disposition, un système de colocation, d'entraide pour que la personne qui n'est plus capable de faire s'aide ou moins capable de ses voisins. Et puis après, si elle a besoin, elle aura une aide extérieure par des services à domicile, de soins ou d'accompagnement. Aujourd'hui, c'est Mathieu, un des animateurs, qui leur propose une initiation à la gymnastique douce. Haltères, ballons et vêtements de sport sont de sortie. Il vit dans la résidence avec les seniors et partage son quotidien avec eux. Il prend en charge le ménage, le jardin et différentes activités avec sa compagne Margot. Si on a l'envie, on peut se retrouver aussi bien sur des temps d'animation que sur des temps informels, des temps vraiment entre nous, mais où on arrive à respecter la vie, la vie de chacun et voilà, on ne force jamais personne à venir sur les animations. C'est s'ils ont envie, ils sont présents, mais nous on n'ira pas jusqu'à toquer dans leur chambre pour leur dire c'est l'heure de l'animation, venez. C'est vraiment au bon vouloir de chacun. Parmi les plus téméraires au sport ce matin, Norbert, âgé de 85 ans, est l'un des premiers à être arrivé dans la structure. Originaire des Yvelines et veuf depuis 2 ans, il ne se voyait plus vivre dans une grande maison tout seul. Il s'est alors approché de son fils cadet qui vit à quelques kilomètres de la résidence. Eh bien ici, je me sens tout à fait décontracté, libéré de toutes les gestions immobilières de mon pavillon, dans un milieu où j'étais entouré de familles très gentilles, mais très jeunes avec des enfants. Et j'étais le seul de mon âge, un petit peu gêné d'être dans cet environnement. Alors que là, je me retrouve dans un environnement qui me convient parfaitement, puisque c'est les gens de mon âge, qui sont très sympathiques, où on a sympathisé tout de suite et où on n'est pas seul. D'autres raisons ont poussé certains à se rendre au Vallon des Voix. Bernadette a vécu à Abondance et n'imaginait pas quitter sa région et ses habitudes. Elle souhaitait juste retrouver une nouvelle famille auprès de ses colocataires. C'est vraiment comme chez nous, à part que y a du monde, on peut parler, on a plein d'activités. Le soir, on va manger la soupe ensemble, parce qu'on se disait tout seul à manger sa soupe. Alors c'est bien, on se retrouve. La structure peut accueillir jusqu'à 24 personnes. Le coût total par résident est de 53 € par jour, mais chacun peut bénéficier d'aides de l'État selon ses revenus. C'est un endroit secret, une véritable pépite pour la mémoire d'un petit village. Resté totalement fermé pendant plusieurs années, la ciergerie d'Alby-sur-Chéran a rouvert ses portes au public en 2016. Elle est restée en l'état depuis que le dernier ciergier a arrêté sa fabrication. Jean-Paul Crespi a rencontré ses descendants. Reportage. En retrait du vieux bourg, une bâtisse abrite un atelier artisanal épargné de toutes les contraintes de la modernité. Car entre ces murs, le temps s'est figé en 1985 avec l'arrêt de la fabrication des cierges. À cette date, André Blanchet prend sa retraite et referme définitivement la porte des lieux, laissant derrière lui une histoire familiale, une histoire débutée en 1860 par Jacques, le grand aïeul. Redécouverte récemment, la ciergerie préserve son atmosphère laborieuse. En l'état, les morceaux de cire d'abeille et de paraffine, les chaudrons en cuivre, les bacs pour refroidir la matière, les mèches de coton suspendues sur lesquelles l'artisan versait le mélange chaud pour former le cierge. C'est la méthode ancestrale quand il coulait son cierge, les cierges un par un à la louche. Hein. Et donc il lui fallait, c'était rajouter couche par couche en faisant tourner sa romaine pour enrober sa mèche. Tandis qu'après, c'était les mèches qui étaient plongées dans la matière. Alors qu'avant, c'est la matière qui allait à la mèche. C'est un lieu de mémoire, parce que les gens s'y intéressent beaucoup. On est toujours touché à la fin des visites quand les gens restent
pour discuter ou pas avec nous, mais restent dans ce lieu comme pour s'imprégner de ce qui reste de ce métier, des personnes qui y ont travaillé. Principalement destinés aux églises et aux lieux de pèlerinage, les cierges relevaient d'un savoir-faire artisanal que la famille Blanchet a perpétué pendant plus d'un siècle. Dans cet atelier insolite, l'âme et la mémoire d'une famille perdurent tout en donnant l'illusion que le métier de cirier vit encore dans cet atelier. Le lieu secret. Tout simplement parce qu'il y a des gens d'Albi qui ne savaient même pas qu'il y avait une ciergerie ici. Et ne rentrait pas n'importe qui. Les copains rentraient, les autres restaient dehors. Parce que c'était comme ça, c'est comme il n'a jamais voulu nous donner la composition de sa matière. Le reste, c'était son secret terminé. C'est continuer à parler de quelqu'un qui a eu de l'importance pour nous, une très forte personnalité, un charisme qui était présent partout, qui était toujours là au bout de la table à tenir une vraie place lors des repas familiaux. Voilà, et puis aussi faire partager ce métier. Et finalement, nous, ce métier que l'on a côtoyé, on le découvre aussi avec nos visiteurs, avec leurs questions, on l'approfondit. De la fabrication à la cuillère, à la modernisation avec un mandrin électrique, du fil de coton tressé et finement filé au cierge tortillé, l'histoire de la ciergerie nous est contée. L'histoire de 3 générations d'artisans ciriers qui ont su imposer leur savoir-faire. Aujourd'hui, ce lieu de toute une vie nous offre une plongée dans un passé et une ambiance que nous sommes très nombreux désormais à avoir déjà oubliée. Et j'espère que vous en avez bien profité puisqu'il s'agissait du tout dernier reportage de notre incontournable Jean-Paul Crespi. Après plus de 30 ans de bons et loyaux services, notre journaliste prend une retraite bien méritée et nous tenions à saluer ses qualités tant professionnelles qu'humaines. Avec Jean-Paul, c'est une partie de l'histoire de notre chaîne qui s'en va puisqu'il était là depuis les tout débuts de 8 Mont Blanc. Vous l'avez vu sur cette photo dès 1988. Il va sans aucun doute nous manquer, ses portraits, sa connaissance du monde frontalier, sa sensibilité pour les questions sociales et sa profondeur dans le traitement de tous ces sujets ont marqué notre antenne et je tiens à le remercier personnellement pour son souci de la transmission de son savoir-faire et de son expérience à la jeune génération de journalistes que nous sommes. Merci pour tout, Jean-Paul. Et nous allons d'ailleurs nous quitter dans un petit instant avec un best-of de ces dernières productions. Mais avant cela, un dernier mot pour vous dire que vous pourrez suivre demain sur notre antenne 2 conférences organisées dans le cadre du Grand Bivouac à Albertville. Partenaire de ce festival du film documentaire et du livre, le département de la Savoie propose une journée spéciale dédiée à la solidarité internationale. Vous retrouverez ainsi une table ronde intitulée Réciprocité à 11h30. Une seconde conférence sera également à suivre à 15h45 sur le thème de la jeunesse engagée. Dans un instant, vous retrouvez la météo et puis un nouveau tête-à-tête présenté par Marine Schneider qui a rencontré Macha Jouin-Lambert, ex-membre de l'association ATD Carmonde, une association qui lutte contre la misère dans le monde. Elle s'y est investie pendant près de 50 ans et nous raconte les moments forts de son engagement chez elle à Barbera. Je vous souhaite un très bon week-end sur 8 Mont Blanc. Jean-Paul Crespi, bonjour. Bonjour Fanette. Alors cette semaine, vous allez nous parler des distillateurs ambulants. C'est pas tout à fait la même chose que les bouilleurs de cru. Un distillateur ambulant est l'homme ou la femme qui possède l'alambi et qui distille les fruits qu'on lui apporte. Le bouilleur de cru, c'est celui qui apporte ses fruits à la distillation. C'est une véritable tradition savoyarde. Alors c'est plus qu'une tradition savoyarde. Dans la tradition, dans les campagnes, il y a toujours eu l'alambi. En Haute-Savoie et en Savoie, c'est une tradition qui se poursuit. Elle a énormément de mal aujourd'hui à trouver son rythme, puisque l'histoire faisant, les anciens nous quittant, eh bien les bouilleurs de cru sont de moins en moins nombreux, donc les distillateurs ont de moins en moins de fruits à distiller. Et malheureusement, c'est une tradition qui va s'éteindre petit à petit, je pense. Son chocolat est aujourd'hui plébiscité par les plus grands noms de la gastronomie comme Franck Belton ou Thierry Court.
Une récompense, l'aboutissement d'un long engagement militant dans son pays, le Cameroun. Dans son atelier au Savoyard, le maître artisan chocolatier travaille des fèves de cacao aux saveurs exceptionnelles. Des fèves longuement maturées, séchées au soleil, des fèves qu'il torréfie pour ensuite en extraire toutes leurs saveurs tout en conservant leurs bienfaits. Adossé au dernier tombant de la Dandoche et des cornets de Bise, le lac Léman comme paysage, Saint-Gingol s'enorgueillit d'un artisanat qui donna par le passé ses lettres de noblesse à la commune. Un artisanat de la nacre, aujourd'hui retrouvé après un demi-siècle d'oubli. Une manufacture s'attache désormais à redonner vie au procédé traditionnel de fabrication de la perle. Inciter à un échange, donner une parole sur l'un des derniers tabous de notre société, cette cabine téléphonique personnalisée par des artistes propose des témoignages pour évoquer le suicide des jeunes. Installées au Parc des Bastions, à Genève, toutes les cabines sont équipées d'un téléphone vintage. Et en décrochant le combiné, chacune d'entre elles propose un contenu distinct. Chacun peut ainsi écouter des informations, entendre des paroles de jeunes qui ont tenté de mettre fin à leur jour, des témoignages de proches. Dans l'abbaye de sa traditionnelle ferme d'ébauche, sur le chemin de l'abbaye de Tamier, il façonne l'argile pour lui donner sa forme. Chaque pièce est travaillée avec habileté. Puis il applique sur l'objet des pigments naturels et des oxydes métalliques. Des pièces uniques pour valoriser une technique ancestrale afin d'obtenir des résultats variant à l'infini. Le chef triplement étoilé Laurent Petit ne s'y est pas trompé en choisissant plusieurs de ses pièces pour habiller sa table. Je connais des gens qui prennent des gants pour fumer leurs pipes, surtout en écume de mer, pour ne pas les salir. Et puis il y en a qui les tapent sur les bords du trottoir. Il y a le bon et le pas bon. Voilà. Les collectionneurs du monde entier le retrouvent dans son atelier pour qu'il accepte de réparer leurs pipes. Une des autres spécialités de l'artisan. Des pipes d'exception que seul un maître artisan peut sauver. Et dans son atelier, ses certitudes côtoient l'optimisme, affirmant que la bruyère aura de nouveaux droits de cité avant que pour lui n'arrive l'heure de casser sa pipe.